Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, il y a ces instants où tout s'arrête, un choix à faire, un virage à prendre, un oui qui engage, un non qui libère. Décider, c'est parfois trancher au hasard, c'est quelquefois un tout autre processus. Écoutez le réel, apprivoiser le doute et accepter que même la bonne décision n'est jamais totalement confortable. Alors pourquoi certains décident vite et juste, tandis que d'autres tournent autour de la question jusqu'à perdre le fil? Qu'est-ce qui influence vraiment une décision? Les faits, les émotions, la peur, l'expérience ou simplement l'urgence du moment? Nous en parlons de 10h à midi, nous restons ouverts à l'échange. Si vous avez des avis, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous entreprenons, nous débutons notre émission des experts ce matin, qu'on consacre à la prise de décision, que ce soit dans le cadre personnel ou dans les entreprises. Effectivement, il y a des process, il y a des équipes, il y a des consultations, il y a différentes façons de procéder. Nous en parlons avec nos invités. Nous sommes avec Mélie Mhlou, qui est DG de Compétences Plus, qui est business coach, et nous sommes avec Rizlan Layachi, qui est... Oui, dites-moi. Riachi, qui est coach également, mais qui a travaillé beaucoup dans les entreprises. Alors, dites, oui. Elle rigole. Oui. C'est elle qui porte le rouge ce matin, je tiens à le signaler. Mais c'est vrai que c'est une couleur qui passe difficilement inaperçue. En général, c'est... Oui. Non, et elle passe difficilement inaperçue aussi, je le rajoute. Mais c'est important. Elle a eu l'habitude de travailler avec des caractères. Alors, on parlait hors antenne d'un nom qu'on garde en mémoire dans cette émission, et c'est Ahmed El-Qseour, qui avait un franc-parler incroyable. Et une expertise incroyable. Et c'était un homme qui prenait des bonnes décisions. Vous savez, il savait donner de bonnes réponses pour ceux qui le sollicitaient parfois effectivement à l'antenne. Et je précise que nous allons bien entendu rester ouverts à l'échange. Si vous avez des avis ou des questions, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Alors la prise de décision d'entreprise, c'est plus facile de démarrer par là parce que effectivement, généralement ceux qui l'ont créé l'entreprise ou ceux qui sont disons dans des postes de direction, en général les décisions stratégiques et ainsi de suite, c'est effectivement leur affaire, Mélie Mhlou. Alors grand sujet. Je tiens à le dire d'office, grand sujet. La prise de décision en entreprise, on a l'impression que la prise de décision c'est un moment. Or c'est un process. C'est un process en plusieurs phases. Il y a des gens déjà pour lancer un projet, c'est une prise de décision. Ensuite, pour lancer une phase de délibération ou de recherche d'idées ou de recherche d'acteurs ou de recherche de parties prenantes, c'est aussi une décision. Enfin, et c'est là où on a l'impression que c'est la décision arrive, c'est l'exécution et la planification de la décision. Et donc, en fait, la prise de décision, c'est vraiment un grand sujet, que ce soit pour les individus ou pour les entreprises, parce que ça implique plusieurs styles. Est-ce qu'on est consensuel dans sa prise de décision? Est-ce qu'il faut que tout le monde autour de la table soit d'accord avant d'aller plus loin? Et est-ce que les personnes sont autorisées à exprimer leur désaccord quand on prend une décision? Avant de prendre une décision, est-ce qu'on est en mode consultatif justement pour prendre cette décision, ou est-ce qu'on est autoritaire et individuel dans cette prise de décision? Donc en fait, c'est un champ qui nous amène à beaucoup de choses sur le plan individuel et collectif, mais puisque tu as démarré sur l'entreprise sur le plan collectif, les prises de décision, en tout cas, quand on dit qu'une entreprise, c'est très lié à la culture de l'entreprise et au souffle du dirigeant. C'est-à-dire à comment, en fait, comment est le style managérial clairement et le style de leadership de cette entreprise. Sans ce style managérial-là, enfin avec des styles managériaux, on a certaines prises de décision, et avec d'autres styles managériaux, on a d'autres styles de prise de décision. Mais c'est pas parce qu'on est consultant qu'on est dans la consultation, dans la prise de décision. Oui, mais en même temps, je vais te dire, après on va parler, j'espère, de culture, parce que les cultures sociétales dans lesquelles on baigne, ou les inspirations culturelles dans lesquelles on est, on cite souvent le modèle japonais ou allemand de prise de décision, qui sont qualifiés de modèles stratégiques ou sages,
versus d'autres modèles qui sont beaucoup plus rapides ou qui semblent plus rapides dans la prise de décision, mais où il y a plus de prise de risque justement. Et on détaillera tout à l'heure. Effectivement, nous avons des biais pour des raisons. Effectivement, il y a parfois le bain culturel qui est le nôtre et puis les expériences qu'on a pu vivre. Alors je le disais, quand on est consultant c'est pas nécessaire, ou quand on s'intéresse au leadership, c'est vrai qu'on voit différents styles ou différentes façons de prendre des décisions dans les entreprises. Rizlan Riachi. Oui, tout à fait. Déjà pour rebondir sur ce qu'a dit effectivement Mariam, il faut savoir que chaque jour nous prenons à peu près entre 6 000 à 35 000 décisions. Ah oui, et on débute par celle qui consiste à savoir si on se lève du lit ou pas. Exact. Par contre, ce qui bloque, ce n'est pas le manque d'idées des fois, c'est la peur de prendre la décision. Et décider, il faut savoir que ce n'est pas seulement choisir une option, ou c'est plutôt créer un mouvement, donner du sens pour pouvoir agir. Et effectivement, chacun de nous a sa façon d'agir ou de prendre des décisions. Donc on est différent, chacun est unique. Maintenant, la prise de décision, c'est une compétence. Donc oui, en connaissant, en travaillant sur soi pour apprendre à se connaître et connaître sa façon de décider, peut nous aider par la suite à mieux prendre des décisions. Et donc, dans mes accompagnements, ce que j'observe, c'est que les leaders ne sont pas ceux qui prennent ou qui ont toutes les réponses, mais ce sont ceux qui savent prendre une décision claire au bon moment, tout en restant humain. Donc une prise de décision doit avoir un équilibre entre un peu le rationnel et l'émotionnel. Alors, on est rentré dans... Ça démarre fort. Oui, on est rentré un peu dans le vif du sujet, mais déjà comprendre effectivement ces biais, c'est être capable de les observer. Quelles sont les différentes façons de prendre des décisions pour beaucoup? Bon, si on en prend 6 000 et qu'on n'est pas nécessairement conscient de chaque décision qu'on prend par jour, entre guillemets, c'est que il y a quelque chose ou d'intuitif, ou d'automatique, ou entre guillemets, de process qui n'est pas... qui est rapide, et qui est ancré, tellement ancré en nous-mêmes que parfois il est difficile de l'observer de l'extérieur. En fait, tu as bien raison de parler de biais aujourd'hui, parce que n'oublions pas que nous, déjà en tant qu'individus, avant de penser collectif, on est déjà une somme d'individus. On est un ensemble d'individus et d'individus qui ne se ressemblent pas. Il y a des femmes, des hommes, il y a des âges différents, il y a des gens qui ont la vingtaine, des gens qui ont la trentaine, la quarantaine, il y a des gens qui sont dans des postes de pouvoir et des sphères de décision et il y en a qui ne le sont pas. Et en fait, tous ces éléments-là, déjà, rendent la décision inégale ou rendent l'accès à la prise de décision inégale. Quand j'ai parlé aussi d'intégration de stéréotypes sociaux, je pense par exemple aux femmes, il y a eu des études sur le genre. Est-ce qu'il y a un genre qui prend plus facilement des décisions que l'autre? Je sais qu'il est que 10h20, je parle déjà des stéréotypes de genre, mais c'est parce que justement, quand on intériorise justement des stéréotypes comme ça, on se pose la question de la légitimité ou de la pertinence, ou suis-je prêt, ou est-ce que je vais être jugé si je prends telle ou telle décision, est-ce que je vais échouer en prenant cette décision, et donc ça crée une telle surcharge. Avant qu'elle crée une surcharge émotionnelle, elle crée déjà une surcharge cognitive, parce que déjà face à trop de choix ou face à beaucoup d'informations, des fois on est paralysé dans sa prise de décision. On se dit mais et si je me trompe, et ça je le rencontre tous les jours dans les accompagnements que je fais, qu'ils soient collectifs ou individuels. Cette question se pose tous les jours. Dit-elle pour un manager, est-ce que je me sépare de telle personne? Mais oui, mais cette personne en même temps, tu vois, c'est vraiment beaucoup d'analyse. Elle a passé tant d'années, il faudrait qu'on lui règle son ancienneté, et qu'est-ce que diront les autres si on se sépare de cette personne, et si j'autorise la mobilité de cette personne, allons vers un scénario positif. Mais si on me demande trop de mobilité du coup, parce que je vais avoir l'air du manager qui encourage les gens à la mobilité. Là on est dans un flux mental. Et là en fait, et c'est pour ça que je reviens à une question fondamentale, dans quel état êtes-vous aussi quand vous prenez des décisions? En fait, les études aussi montrent de manière très claire qu'il vaut mieux être serein et clair et avoir une sorte de clarté mentale. Donc être serein, ne pas être dans un état de surcharge ni émotionnel ni cognitif pour prendre une décision. Parce que on peut prendre des décisions,
Mais vont-elles être pertinentes? Vont-elles être positives? Vont-elles minimiser les risques pour soi et pour l'entreprise? Ma prêche, le mouchkil à prendre des décisions. Oui, effectivement, on va distinguer les deux. On va essayer de procéder aussi à une séparation. C'est vrai qu'il y a une entreprise, c'est un bain collectif et on y entre guillemets, quand on y travaille, même quelquefois en tant qu'invité. On est invité parce qu'on signe un contrat et c'est un engagement de part et d'autre. Mais on n'est pas nécessairement maître de l'esprit qui règne dans ce collectif-là. Le collectif, il a sa propre existence, sa propre culture et ainsi de suite. Et puis il y a les décisions individuelles. Alors moi j'ai entendu effectivement qu'il y avait différentes façons de prendre des décisions, différents types de procédés qui nous permettent de prendre des décisions à titre individuel. Rizlan Liéchi. Oui, quand je disais, au fait, c'est la façon de prendre des décisions. Donc, dans le sens où on a tous nos valeurs, nos croyances, et qui impactent au fait la façon dont on prend nos décisions. Il y en a qui prennent des décisions vite, rapides, non réfléchies. Il y en a qui ont besoin de plus d'éléments, qui doivent prendre du recul, analyser, évaluer avant de prendre ces décisions-là. Donc c'est pour ça que je disais que c'était important de savoir déjà comment je fonctionne et par la suite travailler au fait par rapport aux biais qui vont faire que cette décision, est-ce qu'elle va être impactante, intéressante ou pas. Oui. Voilà. Ouais, bien entendu. Alors effectivement, il y a ceux qui, entre guillemets, doivent examiner tous les aspects des conséquences d'une décision et ceux qui vont se fier davantage à l'intuition lorsque ils ont pu observer que dans leur vie, effectivement, le fait d'écouter cette petite voix intérieure, disons, c'était la façon, entre guillemets, la plus efficace d'être là où j'ai envie d'être ou de prendre des décisions qui, in fine, sont perçues comme étant favorables. Madame Hello. Non, il me regarde et se dit Rizlan. Ma foi, c'est pas moi qui porte le rouge aujourd'hui, je tiens à le dire. Non, c'est moi qui vois. C'est toi qui vois flou. Surtout. Non, donc c'est ça. Mais en fait, quand tu vois flou, justement, tu peux faire des erreurs. Et j'allais te dire, toutes les décisions ne se ressemblent pas. Je décide d'acheter une barre chocolatée, c'est pas je décide d'acheter un appartement ou une voiture. Je décide de me marier, c'est pas la même chose que je décide de m'inscrire à un master ou un MBA ou un cours du soir. Donc, l'intuition, je veux bien. Si dans votre passé, vous avez été quelqu'un d'intuitif et vos intuitions sont payantes, oui. Mais l'intuition, en fait, n'exclut pas l'analyse. Moi, je dis souvent que ni inversement. Et l'analyse n'exclut pas l'intuition. L'intuition, attention, parce que elle peut faire partie des premiers biais qu'on a, c'est ce qu'on appelle un biais d'ancrage, ça veut dire c'est vraiment la première opinion qu'on a sur quelque chose et on a du mal à s'en défaire. D'ailleurs, il faut faire très attention aux premières opinions qu'on a sur des personnes ou là sur des projets ou là sur quelqu'un. On peut se tromper parce que ça peut nous rappeler quelque chose qui nous était inconfortable ou là qui nous était pas positive et du coup on transfère et c'est ce qu'on appelle un biais d'ancrage. Non, on prend le temps d'analyser. C'est pour ça que les meilleures décisions, on dit les décisions quand il y a un impact de durabilité ou là quand il y a un impact sur la collectif, quand il y a un impact sur la responsabilité. Tu sais, on va parler tout à l'heure des décisions sages, j'allais te dire, parce qu'il y a des décisions rapides, il y a des décisions sages, c'est pas la même chose. Les décisions sages, les décisions rapides et sages. Oui, plus rares, parce que plus rare. Pourquoi? Parce que plus on est rapide, plus potentiellement, de mon point de vue, et ça n'engage que moi, mais plus on est rapide individuellement et collectivement, on a le droit d'être rapide des fois pour lancer des produits et des services, pour être les premiers, pour être des pionniers, etc., parce qu'on ne veut pas être doublé par la concurrence. Mais j'imagine qu'il y a de l'analyse, il n'y a pas que de l'intuition, il y a un mode consultatif. Pourquoi c'est intéressant d'être dans un mode consultatif? Parce que si tu veux, et ça m'intéresse moi sur le plan de l'engagement, si tu veux engager les personnes après à exécuter ton plan, parce qu'un plan doit être exécuté. La décision peut être prise en une journée, mais le plan va être exécuté sur des mois ou des années. Et comment tu vas engager les personnes s'il n'y a pas eu des représentants, je ne dis pas la totalité, mais s'il n'y a pas eu les représentants pertinents, consultés et avisés, même de manière officieuse. Et c'est là où j'adore les cultures germaniques, parce que c'est un vrai exemple de prise de décision avisée, c'est qu'ils sont collégiaux.
c'est qu'ils sont collégiaux. Il y a des représentants du personnel dans des entreprises allemandes, des représentants du personnel dans les conseils de surveillance. Oui. Et en soi, ils garantissent, au-delà des consultations avec les syndicats, on connaît, mais ils garantissent quoi ? Une prise de décision qui ne va pas leur créer des problèmes plus tard dans l'exécution. On dit, je ne suis pas d'accord ou là, je ne vais pas exécuter correctement le plan. Alors, c'est vrai que quand on repasse au monde de l'entreprise, effectivement, on peut voir qu'il y a différentes façons de procéder, différentes cultures. Alors, de ce point de vue, je ne suis pas certain qu'on puisse établir nécessairement de classement ni de classification sur une façon la meilleure de procéder pour prendre des décisions. Si, quand même. Déjà, il faut juste savoir classifier déjà les décisions. Et à partir de là, comment je vais prendre ces décisions ? Donc, est-ce que c'est une décision simple, dans le sens où routine, ou automatisation, donc on ne doit pas trop gaspiller de temps pour prendre une décision. Est-ce que c'est une décision complexe et donc à ce moment-là, oui, il y a plusieurs options. Est-ce que c'est une décision critique ? Donc déjà, si on classifie au fait ces décisions, à ce moment-là, la prise de décision sera différente. Donc oui. Effectivement, il y a des décisions plus critiques ou des décisions plus... Toutes les décisions ne se valent pas. Par contre, quand on s'intéresse au procédé, effectivement, on peut voir que dans l'observation qu'on fait des choses, selon les entreprises, dès lors qu'elles sont pérennes et qu'elles existent d'une certaine façon, effectivement, c'est qu'elles ont trouvé une façon, entre guillemets, qui leur permet d'avoir une certaine efficacité. Et si je peux me permettre, et c'est quelque chose aussi qu'on travaille souvent avec les organisations, mais au-delà, moi ce qui m'intéresse, c'est de remarquer chez le dirigeant et chez l'équipe dirigeante s'ils ont une boussole interne ou pas. Parce qu'en fait, la boussole interne indique autre chose, indique de voir au-delà du prochain trimestre financier, au-delà des gains à court terme. C'est qu'est-ce que ma décision a pour impact à la fois sur mes salariés, mais sur nos clients et sur les écosystèmes. Et c'est la notion de RSE, justement, dans la prise de décision, quand on l'intègre, justement, la notion de responsabilité, de durabilité, d'éthique, de valeur sociale, elle est clé dans les prises. C'est pour ça que je te dis, comment tu veux savoir si une entreprise prend des décisions clairvoyantes et responsables ? Regarde les valeurs des gens. Regarde les valeurs des gens et des collectifs. Là, ça te dira quelque chose sur est-ce qu'ils sont très court-termistes, le gain immédiat, ou est-ce qu'ils se disent, même si on a des gains immédiats, on va les réinvestir, ou bien on va faire les choses autrement parce que il peut y avoir des dégâts si on prend telle décision ou telle décision. En tout cas, notre boussole ici à la radio, c'est les horaires, il est 10h30 et Karim Droné va nous présenter les actualités et on va se retrouver pour la suite de notre émission des experts dans quelques instants. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts consacrée à la prise de décision. Quand on en prend, effectivement, il y a aussi des façons qui peuvent être jugées défectueuses ou des façons entre guillemets désastreuses de prendre des décisions. Mais c'est souvent à la suite des décisions qui sont prises qu'on fait le bilan pour savoir si on a bien fait de procéder de telle ou telle façon. Alors, je vois que ça vous fait sourire parce que ça trouve toujours un écho dans l'expérience individuelle. On n'a pas toujours, depuis notre enfance, pris que de bonnes décisions, ni même dans les entreprises. Oui, effectivement. C'est ce qu'on dit toujours. Donc, une décision peut être techniquement parfaite, mais humainement catastrophique. Donc, faut pas rigoler en général sur ça, faut pas se moquer. Bon. Non mais c'est vrai. Un peu de dérision, ça fait jamais de mal, parce que on n'est pas parfait dans les entreprises, ni même à titre individuel. Faut toujours. Enfin, non mais j'aime bien la nuance. J'aime beaucoup la nuance parce que si on est drivé que par les chiffres, c'est pas la même chose que si on est drivé et par les chiffres et par l'humain. Absolument. Tout à fait. C'est pour ça qu'au fait, on dit toujours qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux, parce que quand on prend une décision, ça a un impact. Et l'impact, en fait, c'est sur l'organisation, c'est sur les hommes et les femmes. Donc, je parle en entreprise. Donc, si ce que disait William tout à l'heure, si cette décision, je veux qu'elle soit prise en considération, que les équipes adhèrent à cette décision, il faudrait quand même que je mette de l'humain dedans. Mais bien entendu, mais effectivement, sur les erreurs dans le processus de prendre des décisions,
Souvent, je le disais, on fait le bilan quand les conséquences sont catastrophiques. Après, effectivement, pour qui, ça c'est une autre question. Là, tu pensais nécessairement aux entreprises, Marie Mahlo. J'allais te dire, en fait, il y a des méthodes connues, il y a des méthodes universelles pour minimiser les erreurs. Je suis désolée. C'est-à-dire, on le dit en arabe, le qanoun la yahmil mughfalin. Bien sûr, si on fait l'économie de la réflexion, de l'analyse, des modèles, si on n'établit pas des scénarios, qu'est-ce qui risque de se passer si, c'est quoi le meilleur cas possible, c'est quoi le pire cas qui peut nous arriver, etc. Bien sûr, si on ne prend pas le temps de la phase essentielle de la recueil des informations, de la recueil des contradictions, du recueil des oppositions, si on ne constitue pas les bonnes équipes dès le départ, parce que personne n'est parfait et personne n'a j'allais te dire, même si on atteint le sommet de l'organisation, si on prend que des décisions sur le plan individuel dans un point de vue, les Japonais, j'adore ce qu'ils disent. Ils disent, il y a le mot japonais, ça me reviendra, mais ils disent ceux qui font savent. Ils sont drivés par ça, c'est-à-dire l'expertise, elle vient du terrain. Elle vient pas du support, elle vient pas du siège, elle vient de ceux qui mettent la main à la pâte. Donc ils doivent être absolument intégrés s'il y a une prise de décision concernant des process de fabrication ou de maintenance ou de lancement, etc. Parce qu'ils ont la main dans la pâte, ils voient, ils connaissent, ils savent. Et donc, moi j'allais te dire, déjà, est-ce que les décisions qu'on prend sur le plan stratégique de l'entreprise sont en phase et alignées avec notre mission fondamentale ou notre vision à long terme? C'est quoi notre mission fondamentale? Il faut à chaque fois se rappeler avant de prendre des décisions et vérifier. Donc il faut avoir une vision, il faut connaître sa mission et ensuite vérifier si le plan d'action est en phase avec tout ça. Sinon, et donc on sera contradictoire par rapport aux investisseurs, parce que les gens regardent, ils disent mais non, c'est pas cohérent avec ce qu'ils avaient affiché, ce qu'ils avaient dit, etc. Et au-delà, des fois, il y a des décisions impopulaires, des fois pour les actionnaires. Je pense à Amazon par exemple, qui a été très connu par ça. Il a pendant des années sacrifié les bénéfices à court terme, ça c'était le patron d'Amazon, pour le citer que lui, pour investir fortement dans les infrastructures qui ont fait sa domination future, pour investir dans les entrepôts, pour investir dans les infrastructures, etc. Mais c'est vrai qu'à très court terme, on va se dire, mais ça va pas, il sacrifie tous les bénéfices. Mais ça semble risqué au départ. Donc, par quoi on est drivé? Est-ce qu'on est drivé par le court terme, par le long terme? Est-ce qu'on est drivé par la vision ou par la mission? Est-ce qu'on fait l'analyse des scénarios futurs ou pas? Donc, on doit absolument, la vérité, ne pas passer outre au moins ces trois éléments. Oui, alors il y a un processus de clarification par rapport aussi aux raisons pour lesquelles effectivement on a entrepris d'entreprendre. Et ceux qui entreprennent, effectivement, leur mission, leur volonté n'est pas nécessairement que la bienveillance. Il y a un souci d'efficacité, il y a différentes façons effectivement d'entrer dans ce monde-là. Et dans le monde de l'entreprise, on peut avoir des volontés différentes à la tête des entreprises ou dans les postes de direction. Rizlan Riachi. Ta question? Alors, ma question, c'est que effectivement, on a différents états d'esprit quand on est aux commandes, et ces différents états d'esprit ont des incidences entre guillemets sur le processus de décision et sur même effectivement les différents objectifs qu'on peut établir et qui ont des impacts aussi sur l'organisation, sur le collectif de travail. Oui, tout à fait, et c'est ce que disait Emerim, un bon décideur déjà ne prend pas la décision seul, quoi. Donc on est une équipe, il y a plusieurs façons et des méthodes pour prendre une décision quand elle est quand même à enjeu. Donc faire des brainstorming, faire des questions, pas des évaluations, mais comment je veux dire, prendre quelques personnes soi-disant expertes et essayer de brainstormer ensemble pour avoir et prendre une décision. Donc objectif, plusieurs opinions et puis après la décision. Maintenant aussi, faut pas demander à un manager ou un décideur d'avoir la science infuse ou avoir toujours les bonnes décisions. Donc il peut se tromper, il peut prendre de mauvaises décisions. Maintenant, le bon décideur, c'est celui qui arrive à corriger vite et à prendre au fait de cette décision-là. Donc l'apprentissage est aussi important, ça donne confiance aussi dans la prise de décision. Donc dans n'importe quelle entreprise, le patron ne prend jamais la décision tout seul. C'est pour ça que on a un COMEX, on a un comité de direction. Donc
Oui, Ouais. effectivement, souvent, surtout dans les grandes entreprises, l'actionnariat est pluriel et c'est pour une raison bien précise, parce que effectivement, les intérêts ne sont pas seulement ceux d'un seul, effectivement. Alors, Mariam Hlou, Oui. dans le monde des entreprises, et d'un point de vue organisationnel, alors tu évoquais effectivement un processus, mais s'il fallait l'incarner, ce processus de clarification, tu évoquais 3 étapes, mais pour les incarner, entre guillemets, pour réduire le seuil des erreurs possibles au terme des décisions, ce qui est quand même l'objectif principal de ceux dont le métier c'est d'en prendre. Je le dis souvent, on réinvente pas le fil à couper le beurre. Ah. Il suffit de voir ce qui marche et voir comment est notre culture. Par exemple, on a opposé aussi souvent notre rapport au temps, le rapport des sociétés au temps. Est-ce qu'on est monochrone? Est-ce qu'on est polychrone? Est-ce qu'on se voit dans un temps linéaire? On est associé au temps? Est-ce qu'on est dans un mode circulaire, etc. Ensuite, moi, il y a des cultures qui sont connues pour la recherche de l'harmonie. Tu vois, le toyotisme, ou Toyota, qui est une entreprise qui a énormément marché aussi dans le monde, était connue pour driver cette culture. La culture japonaise est harmonieuse par nature, elle est consensuelle. Donc ça, c'est dans leur, je vais pas dire dans leur gène, mais dans ce qu'ils ont hérité de leurs parents et dans leurs grands-parents. On se fâche pas, on essaie de faire adhérer tout le monde, on essaie on sort pas de la salle tant qu'on n'est pas tous d'accord, mais si on n'est pas d'accord, on propose des améliorations, on propose des annotations, etc. Et il y a ce côté-là d'aller voir par soi-même, aller vérifier par soi-même. Donc il y a vraiment, moi je me rappellerai toujours quand j'avais visité une usine, sans la citer à Tanger, et il m'avait parlé dans la région de Tanger, et il m'avait parlé d'un patron japonais. C'était une joint venture allemande-japonaise, donc c'était très intéressant, même dans le rapprochement de ces deux cultures-là, la joint venture allemande-japonaise, parce qu'ils avaient beaucoup de points communs ensemble. Et il disait le point commun entre la culture allemande et la culture japonaise, c'est que traditionnellement, c'est l'aîné de la famille qui hérite de l'ensemble du patrimoine familial. Et ça c'est bien, bien que je ne sois pas l'aîné. Ce sont des cultures aussi, sur ce point profondément inégalitaires. Historiquement, c'était ainsi. Aucune culture n'est parfaite. On peut critiquer le modèle allemand, on peut critiquer le modèle japonais. Mais il y a cette humilité. Moi, je recherche il y a cette notion d'humilité dans les modèles-là, de quel que soit ton rang dans l'entreprise, tu vas voir par toi-même, tu descends les étapes, et je voyais un DG descendre au niveau d'un souci de câblage qu'il y avait à l'époque, ou d'une erreur technique, ou il y avait peut-être aussi un incident sur le lieu du travail, et de s'inquiéter lui-même, alors qu'il avait plein de personnes, des N-5 ou des N-4 qui pouvaient gérer le dossier, et il était présent de A à Z. C'est ça, aller voir par soi-même, parce que quand on va voir par soi-même, il y a des chances qu'on prenne du recul et qu'on observe et qu'on se rende compte d'une défaillance, ou là qu'on écoute des gens qu'on n'a pas l'occasion d'écouter souvent. Alors si on n'écoute que ces N-1, je suis désolée, on est déjà dans un entre-soi. Et quand on est dans un entre-soi, pour prendre des décisions, c'est en général pas bon. Mais je rajouterais à ça, c'est pour ça que j'aime aussi cette notion de décentralisation dans la prise de décision. Tu sais, c'est quoi cette notion de décentralisation et d'inclusion? Méchir et les managers, les intellos, les cadres et les non-cadres participent à la prise de décision. Les membres du comité et les non-membres du comité exécutif prennent les décisions. Et donc, cette décentralisation permet de minimiser les risques. Alors, c'est vrai que dans beaucoup d'entreprises, il y a plusieurs étages et ils ne communiquent pas toujours énormément. Et mais ça, effectivement, on peut l'observer aussi dans les familles. Dans des familles, je ne suis pas certain que tout un chacun participe de la même façon aux prises de décision. Et de ce point de vue aussi, il y a différentes cultures. Et nous n'avons pas tous les mêmes parents. Rizlan Riyachi. Je vois que c'est provocateur. Au fait, oui et non, parce qu'au fait, quand on communique et qu'on échange, on peut prendre des décisions en famille. Hein. Donc, moi, je suis pour communiquer. Oui, il y a des familles où c'est le père ou la mère qui prennent les décisions. Oui, mais bon, je pense que de plus en plus. Pour les vacances, oui.
De plus en plus, les enfants ont leur mot à dire. Je pense qu'aujourd'hui... Certains le regrettent très fortement. c'est plus le cas d'il y a 15 ou 20 ans. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont quand même leur mot à dire et ils ont leur caractère. Bien entendu. Alors, dans les entreprises, sur le fait d'avoir le maximum de personnes associées par rapport aux décisions qui va les concerner, ça, on peut imaginer que ce soit du bon sens. Mais sur les processus de décision en entreprise qui sont vertueux, qu'on peut installer, entre guillemets, ou qu'on a pu observer dans l'expérience qui a pu être la vôtre, Rizlan Eliachi. De toute façon, on dit tous la même chose. Je ne dis pas qu'à chaque décision, il faut avoir tout le monde ou avoir un consensus. C'est normal. Encore une fois, je reviens à des décisions qui peuvent être prises par le décideur tout seul, par le manager, mais il y a des décisions où effectivement, il faut l'implication de chacun pour qu'on puisse avancer. C'est-à-dire qu'une décision doit être claire, communiquée, si je veux faire adhérer mes équipes, même difficiles soit-elle, cette décision. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut agir après. Mariam aussi l'a dit, c'est-à-dire qu'il faut donner du sens, mais il y a de l'action derrière. Donc, tout à fait d'accord sur le fait qu'effectivement, il faut impliquer chacun. Oui, mais effectivement, il y a dans ce que je viens d'entendre, c'est en fonction de la nature des décisions qu'on va privilégier tel ou tel mode. Oui, mais il faut toujours avoir des indicateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore dit. Et quand on parle d'une expérience qui est autour du client, qui est centrée sur le client, parce qu'il ne faut pas oublier à qui profitent nos décisions à la fin. Est-ce qu'ils donnent leur feedback sur nos décisions? Est-ce qu'on a un moyen d'avoir des feedbacks ou un retour sur nos décisions? Et c'est pour ça qu'il y a des enquêtes. Et il faut pas... Alors, il faut faire la part des choses entre être data-driven ou être entièrement orienté données et chiffres, ou ne pas l'être du tout. Moi, je pense qu'il y a un juste milieu. Il faut avoir des données suffisantes pour évaluer l'expérience des gens, pour évaluer le retour des gens, pour évaluer leur satisfaction, pour même évaluer les besoins non exprimés. Et c'est pour ça qu'on fait des études de marché. J'en ai fait beaucoup de focus group où on demandait aux gens, mais je sais pas, imaginez-le. C'est-à-dire qu'à la fois, on interrogeait les acheteurs de nos produits, mais ça c'était à l'époque où je faisais du marketing pur, mais on sondait pas seulement les gens qui aimaient notre marque ou notre produit, on sondait les gens qui détestaient notre marque et notre produit, parce que c'était intéressant de connaître leurs barrières, et leurs barrières psychologiques ou leurs barrières de prix, ou en tout cas leurs freins à la consommation d'un produit ou d'un service. Et puis on interrogeait ceux qui aimaient et ceux qui étaient neutres, ou ceux qui s'en foutaient. Et donc, quelque part, cette rétroactivité du client, même sur des besoins non exprimés, il faut savoir les faire ressortir par les bonnes questions. Ça donne énormément d'informations, justement, à l'entreprise pour prendre des décisions. Bon, alors les informations, c'est à 11h. La musique, c'est tout de suite. On va en profiter. On va se retrouver pour la suite de notre émission. Ceux qui ont des avis, n'hésitez pas à les faire entendre. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec Rizlan Eliachi, qui est directrice et consultante en développement humain, leadership et performance, DGA de Vega Consulting. Et nous sommes avec Emily Mehlou, qui est DG de Compétences Plus et qui est business coach. Alors nous avons beaucoup parlé d'entreprise, mais pour autant, effectivement, Rizlan Eliachi évoquait le fait que nous prenions tout le temps des décisions. Bon, 6 000 par jour, c'est un nombre considérable. Entre 6 000 et 35 000. Entre 6 000 et 35 000, donc à minima. Donc c'est quand même un chiffre considérable. On prend la décision de se lever ou de s'asseoir, on prend la décision de se réveiller ou de se lever du lit ou de rester bien au chaud, surtout par les temps qui courent, et nous prenons tout le temps des décisions à titre individuel. Il y a effectivement des façons de procéder également qui nous sont propres. Cette fois, et certaines fois, effectivement, ces spécificités-là vont entrer en résonance, en écho, en contradiction avec l'environnement qui peut être le nôtre dans l'entreprise ou dans la sphère familiale. Écoute, c'est intéressant ce que tu dis. J'aimerais bien revenir sur les peurs et les biais qu'on peut avoir dans notre vie, parce que je pense que déjà on doit faire le ménage chez soi. C'est pour ça que beaucoup, parce que
c'est pas parce qu'on a pris des mauvaises décisions dans le passé qu'on est obligé de prendre des mauvaises décisions dans le présent et dans le futur. Il faut se méfier d'ailleurs de ça. C'est pour ça qu'il faut jamais construire ces décisions sur la base de modèles passés, mais bien évidemment de modèles futurs. Et on le sait dans nos écosystèmes qui bougent tellement autour de nous qu'il faut s'appuyer sur ça. Tu sais, moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient paralysés par l'analyse ou par les regrets ou par la recherche du choix parfait ou par le jugement anticipé des autres, etc. C'est pour ça que je te dis, on doit faire le ménage chez soi dans le sens où on doit se dire qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de prendre une décision. Qu'est-ce qui m'empêche? S'asseoir, workout stylo, comme d'habitude. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre une décision? Et qu'est-ce qui fera en sorte que ma décision sera juste? Alors juste pour qui? Quand on est dans un raisonnement écologique, juste pour soi et pour les autres. C'est très important. Parce que typiquement, quand je fais de l'accompagnement individuel, et très souvent les accompagnements individuels et les coachings individuels, dans mon approche PNListe, entre guillemets, ils sont orientés objectifs. Et les objectifs de la personne, avant de travailler sur ses objectifs ou sur l'atteinte de ses objectifs, il faut se poser des questions. C'est pour ça qu'on ne travaille pas direct sur un plan d'action. D'abord, on s'assoit, on prend du recul. Est-ce que mon objectif est smart? Est-ce qu'il est spécifique, mesurable, atteignable? Est-ce que je perds pas des plumes? Est-ce que je gagne quelque chose? Est-ce que je perds plus que je gagne ou est-ce que je gagne plus que je perds? Parce qu'il y a forcément une perte, attention. Dans chaque décision, on perd forcément quelque chose. Je tiens à le dire. Quelque part, on n'est pas ailleurs. Oui. Quand on est avec une personne, on n'est pas avec une autre. Oui, mais attention, il y a des gens qui ont une aversion à la perte, même symbolique. Mais on a tous une aversion plus grande à la perte. Non, il y a des gens qui sont prêts. Ils sont prêts, mais consciemment. Encore faut-il conscientiser et relativiser. Donc la notion de perte. Je perds peut-être de l'énergie à court terme, mais pour gagner de la satisfaction à long terme. Je perds peut-être ma patience à court terme, ou je perds du temps à court terme, mais pour faciliter l'exécution plus tard de ces décisions. Je perds peut-être, je ne sais pas, de l'argent à court terme ou de la consommation d'argent à court terme, mais je le place à long terme. Mais la notion de perte, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et donc, ramener ça dans un coaching individuel ou ramener ça à la conscience, c'est mettre en face de soi des choses qui peuvent nous freiner inconsciemment. C'est-à-dire les réaliser. Et une fois qu'on les réalise, on se dit oui, on se dit non. Ou bien on se dit oui maintenant et je m'y engage, quitte à faire les sacrifices nécessaires. On se dit non parce que ça peut causer du tort à autrui. Et dans l'écologie externe, je tiens à le préciser, parce qu'il y a plein de gens aussi qui ont renoncé à des promotions des fois ou à des postes de responsabilité parce qu'ils ont réfléchi à l'écologie externe. Pourquoi? L'écologie externe impliquait que leurs femmes ou leurs enfants changent de ville ou qu'ils s'éloignent d'eux un peu trop longtemps ou changent de pays, etc. Il y a des gens qui, pour maintenir cet équilibre entre... Il n'y a pas que ses ambitions à soi. Il n'y a pas que l'ambition de l'individu. Il y a, oui, l'ambition, qu'est-ce qu'elle me coûte, qu'est-ce qu'elle me fait gagner? Et cette ambition-là, qu'est-ce qu'elle coûte et qu'est-ce qu'elle fait gagner à mon environnement proche, à ma famille, à mes amis, à mon bien-être. Donc, quand on fait des trade-offs, voilà, il faut juste analyser tous les paramètres et pas uniquement par rapport à soi. C'est effectivement... oui. Espérer, parce que les décisions qu'on prend ont des incidences, mais à titre individuel, je voyais que Rizlan Lièche voulait réagir. Oui, je voulais par rapport à ce qu'a dit Mariam, par rapport aux biais, effectivement, il faudrait les reconnaître, parce que ça peut être des pièges, au fait, et des freins dans la prise de décision. Donc, pouvoir les reconnaître et accepter de se dire, effectivement, parce que bon... il y a plusieurs biais qui peuvent nous freiner. On a le biais genre de confirmation. En fait, je vais prendre une décision qui va me rassurer, quoi, sans pour autant réfléchir. Le biais aussi de l'urgence, donc agir vite. Et donc je prends une décision vite. Il y a aussi le biais d'autorité. Où il y en a plusieurs, hein, mais donc il faut d'abord savoir et pouvoir les détecter pour s'en défaire et c'est là où je peux avancer, je peux prendre une décision. Après, Mariam m'a parlé d'objectifs. De toute façon, quand on veut prendre une décision, il faut qu'on ait un objectif clair, qu'on explore au fait cet objectif-là, enfin qu'on l'évalue, puis après, éventuellement avoir 3 options claires et réalistes, comme a dit aussi Mariam, pour pouvoir prendre une décision. Donc,
la complexité ne nous poussera pas forcément à prendre une décision. Donc, il faudrait vraiment la simplifier. La simplifier. Pour la simplifier, c'est ça. Détecter d'abord l'objectif. Pourquoi je vais prendre une décision? Enfin, l'objectif. Le pourquoi est très important. Le pourquoi. Avoir minimum 3 options. Encore une fois, clair, précis, réaliste. Et après, prendre la décision. Oui, on reviendra et on reprendra le fil conducteur, et c'est pour ne pas, disons, perdre le fil que nous avons pris la décision d'être légèrement en retard, puisqu'il est 11h01 et c'est l'heure des actualités. Nous sont présentés par Mourad Baba. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts sur le processus de prise de décision. Et effectivement, nous parlions juste avant les actualités des biais qui peuvent être les nôtres. Parfois des biais paralysants, parce que ne pas prendre une décision, c'est en soi aussi une décision. Donc... Ouais, et on disait, il faut être clair sur le pourquoi on fait les choses. D'ailleurs, je sais pas quand est-ce que je lisais un livre. En fait, ce qui compte, c'est le pourquoi. C'est Simon Sinek, mais pas que, qui s'intéresse au pourquoi parce que ça nous donne du sens. Et en fait, la question est-ce que les sujets pour lesquels on prend des décisions nous donnent du sens et vont donner du sens à la vie de l'entreprise ou à la personne ou pas. Et c'est après qu'on se pose la question du pourquoi, on doit se poser la question d'y aller comment on va faire. Tu vois, et qu'est-ce qu'on va faire et comment on va faire. Mais c'est d'abord le pourquoi. Et oui, on disait un peu plus tôt dans l'émission qu'il faut lutter contre tout parasitage externe, parce que en fait, dès qu'il y a prise de décision, il y a un challenge du statu quo. Or, dès que tu challenges le statu quo quelque part, il faut avoir des bons arguments, il faut être prêt. Tu vois, parce que une prise de décision, c'est un changement. Tu fais évoluer des systèmes, tu fais évoluer des process. Oui, et même la répétition, soit c'est une prise de décision. Je continue de procéder de la même façon. Oui, mais si tu veux, on vit dans un monde qui change tellement rapidement, qui est en pleine mutation, que effectivement, tu vois, on se pose beaucoup de questions sur l'IA aujourd'hui. L'IA qui paraît être absolument incontournable et qui nous apporte certes des choses extrêmement positives. Et il y a aussi un revers de la médaille qui serait intéressant d'évaluer. J'écoutais un podcast très intéressant, les producteurs de contenu IA ou les entreprises qui sont liées à l'IA ne peuvent pas être jugées parties. Et quand il y a l'absence de contradiction dans des prises de décision qui sont aussi importantes pour les économies, mais aussi pour les pays, pour les citoyens, quand il y a l'absence de contradicteurs, on va dire que les décisions qui sont prises ne sont peut-être pas si sages que ça, et pas si durables et pérennes et win-win pour l'ensemble des parties prenantes. C'est pour ça qu'il y a, tu disais tout à l'heure comment on fait pour minimiser les risques ou les erreurs dans la prise de décision, c'est intégrer les dissidents dans la prise de décision, c'est-à-dire intégrer fortement les opposants et les contradicteurs et des gens qui ne pensent pas comme nous dans les prises de décision. On a une technique qu'on appelle les chapeaux de Bono. Les six chapeaux de Bono, c'est pas Bono du groupe U2 que je salue, s'il nous écoute, c'est pas le même Bono, mais les chapeaux de Bono en fait invitent à regarder un projet sous 6 chapeaux différents, celui de l'optimiste, celui du rêveur, celui du créatif, celui du réalisateur, mais aussi celui du critique. Et si on n'est pas critique, je t'assure qu'il y a des grandes chances qu'on va dans le mur. C'est vrai que il y a une saveur à chaque tempérament. Le truc de Lion aussi, effectivement, il a son apport. Bon, effectivement, ça c'est dans les dynamiques de groupe, mais j'en restais effectivement au point individuel, mais je crois qu'il y a un auditeur qui souhaite prendre la parole. On va la lui donner tout simplement. Il nous a contacté d'après ce qu'on m'indique de Casablanca. Eh bien, le bonjour. Bonjour à vous. Bonjour maître, merci beaucoup. J'ai une petite question concernant soit l'ouverture d'une succursale ou d'une filiale. J'ai des partenaires européens qui souhaitent s'installer au Maroc. Et la question qui reste, pour être sincère, c'est qu'on a déjà discuté pour que ça soit une filiale. Je ne dirais pas que la problématique qui se pose, mais plutôt une question qui se pose, c'est que
pour établir les statuts et préparer l'arrivée de cette société, le mieux, est-ce que c'est de passer par un bureau de conseil avec tout le service de comptabilité, l'expert comptable et tout, ou alors passer par un avocat? Moi, j'avais proposé de passer par un bureau de conseil avec l'expert comptable et tout, parce que du moment qu'ils vont établir les statuts et préparer, ils peuvent tenir la comptabilité, sachant que il y a déjà un bureau à l'étranger qui peut faire ce qu'il a à faire, mais n'empêche qu'il faut qu'il y ait un bureau d'experts comptables ici. La question, c'est est-ce qu'il vaut mieux passer par un avocat pour préparer les statuts, vu que c'est une société étrangère et que, bon, d'après ce qu'ils m'ont dit, eux, ils accordent toujours cette faveur, si j'ose dire, à un avocat, ou alors il faut passer carrément par un bureau de conseil et faire tout ce qu'il y a à faire. Sur le plateau, on n'a pas des juges qui sont aussi partie prenante, parce que nous n'avons pas d'avocats sur le plateau. Pour autant, bon, Moulimhi, je voyais que tu prenais des notes. Alors. Je prenais des notes parce que effectivement, bon, on a fait le droit des affaires en première année d'école de commerce, mais on n'est pas spécialisé ni juriste ni avocat. En revanche, je sais qu'il y a un cabinet au Maroc qui concentre les deux spécialités, à la fois l'expertise comptable et la comptabilité, et à la fois le domaine juridique. Il est sans doute pas le seul, mais si vous recherchez quelque chose de complet et minimiser les risques pour l'installation, il vaut mieux aller les consulter. Ils s'appellent Baker Tilly, je pense qu'ils sont au CFC. Effectivement, je crois qu'il est difficile. Mais c'est un processus intéressant. Pour le coup, c'est un élément purement objectif. Alors, en fonction des objectifs qu'on peut plus facilement clarifier dans l'exemple qui vient d'être cité par Siab, il est plus facile, entre guillemets, de se rendre compte au terme du processus qu'il y a une bonne solution et une moins bonne solution. Et dans ma réponse, si tu permets, oui. Badr, il y a aussi la nécessaire inclusion de la diversité des compétences et de la diversité des styles. Parce que lui, Siab Ila disait à juste titre, il avait déjà le choix entre deux choix, succursale ou filiale, et il avait le choix où il se posait la question, est-ce qu'il vaut mieux un avocat ou un expert comptable? Moi, je dis qu'il faut les deux. Si on plaide pour les comités ou les équipes, si on plaide pour la diversité des gens ou la diversité des compétences, quand on prend des décisions aussi stratégiques qu'il est sur le point de faire, il faut envisager les deux. C'est comme disait par ailleurs Rizlan Riachi. Alors sur les biais, les différents biais effectivement décisionnels, d'un point de vue même des individus, chacun est entre guillemets dans sa goguette, il a ces mécanismes qui sont opérants. Quand on souhaite entre guillemets les observer de l'extérieur, il faut du doigté, il faut parfois de l'aide. Oui, tout à fait. C'est pour ça que quand je disais au tout début de l'émission, c'est d'abord apprendre à se connaître, donc pour pouvoir savoir comment je fonctionne et quels sont en fait ces biais. Et par la suite, effectivement, rappelez-vous, j'ai dit que la prise de décision, c'est une compétence. Donc une compétence peut se muscler. Exactement. Donc elle peut être innée chez certains, mais elle peut se travailler et donc voilà. Donc comme c'est une compétence, mais on ne peut la travailler si on ne fait pas un état des lieux. Déjà de moi-même, quelles sont encore une fois mes forces, quels sont mes axes d'amélioration, quelles sont mes peurs, quels sont les biais qui me freinent, et à partir de là, vers où je veux aller, donc encore une fois l'objectif, pour pouvoir travailler tout ça et travailler sa prise de décision. Donc on parlait tout à l'heure aussi de l'entreprise, des prises de décision, des managers ou des décideurs, et je le dis et je redis, je pense que je me répète, mais il faut toujours mettre l'humain au centre, au fait, des décisions. Parce qu'au fait, on ne peut pas décider sans pouvoir gérer, encore une fois, les émotions et la rationalité. Donc toujours un équilibre, même quand on a une grande entreprise ou une décision importante, c'est important parce que la décision n'est jamais neutre, parce elle va sûrement impacter soit des personnes, soit un environnement. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre aussi l'émotion dedans dans la prise de décision.
Alors, Marie Mhlou, tu évoquais également les biais de confirmation, parfois les biais qui sont entre guillemets paralysants dans le processus de prise de décision d'un point de vue collectif. Souvent dans l'entreprise, la peur ou la crainte essentielle, c'est de péricliter, c'est de faire faillite, c'est de ne pas faire du chiffre entre guillemets. Oui, mais c'est pas forcément ça un biais, ça peut être une peur, effectivement, une peur quand on a... objective, quelquefois. C'est peut-être une peur anticipée, c'est une peur de l'échec, bien évidemment. C'est une peur de l'échec, mais la peur de l'échec n'a jamais prévenu l'échec, n'a jamais empêché l'échec. Attention, la peur a de ça de positif, qu'elle peut nous obliger à l'analyse ou qu'elle peut nous pousser à essayer de minimiser le scénario de l'échec, mais elle n'a jamais empêché l'échec. Mais par contre, ce qui mène à l'échec, c'est l'absence de consultation, c'est l'absence d'analyse et c'est des fois le manque de valeur. Ça, c'est aussi un biais. Le manque de valeur ou l'absence de valeur. C'est pour ça qu'on dit des fois de certaines personnes dans l'organisation, on n'arrive pas à les classer, on n'arrive pas à les profiler, on n'arrive pas... Aujourd'hui, ils ont des valeurs, demain, ils ont d'autres valeurs, après-demain, ils ont des troisièmes valeurs. Et donc, c'est ce que j'ai classé un jour dans le style renard, quand on a parlé de la gestion des conflits. Ah oui, ça, c'est faire une petite piqûre de rappel. C'est une piqûre de rappel sur les styles. Oui. Le style renard versus un style bélier ou un style dauphin qui est beaucoup plus intelligence émotionnelle. Mais le style renard a de ça d'opportuniste, de recherche de gain à court terme ou de recherche de toujours préserver son image ou son statut ou son gain, qui tâche retourner sa veste. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut observer même en politique. Hein, pour citer, on a longtemps critiqué des gens qui ont switché de parti politique. Ils ont le droit, hein, on a le droit de changer. Mais on peut pas changer tous les 4 matins. Ça, c'est un peu compliqué. Et donc, dans l'entreprise, si tu sens que les loyautés ne sont pas aussi claires, moi, quelqu'un de loyal, je peux pas l'intégrer dans le processus de prise de décision. Parce déloyal. Que quelqu'un de déloyal, pardon, je peux pas l'intégrer dans le processus de prise de décision parce qu'il faut qu'il soit loyal, justement. Et pour moi, c'est la crédibilité même. C'est à qui je confie le projet, c'est avec qui j'ai envie de travailler. Les gens qui font preuve de déloyauté aujourd'hui envers d'autres, demain risquent d'en faire preuve. Mais qu'est-ce que c'est que la déloyauté dans l'entreprise? C'est vrai qu'il y a parfois des clans. Mais on est loyal entre guillemets par rapport à ses valeurs ou par rapport. C'est quand même d'avoir un set de convictions qui est assez clair. Par exemple, si je dis que par exemple je suis pour la promotion des jeunes, des talents, des femmes, si je suis inclusif, etc. Non, mais on peut exister de tout temps. Hein. C'est pas des discours. C'est grosso modo, je regarde tes actions. Est-ce que tu as des femmes managers? Est-ce que tu as fait la promotion des femmes? Est-ce que tu fais confiance aux jeunes? Est-ce que tu délègues des dossiers importants pour les jeunes? C'est pas les discours quand il y a les caméras. C'est quand il n'y a pas de caméra, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es loyal déjà par rapport à tes paroles? Oui. Et ensuite, effectivement, c'est la loyauté quant aux décisions qui sont prises. Il y a beaucoup de gens qui sont passifs-agressifs, qui vont pas émettre leur objection en réunion quand on prend une décision, mais derrière, qui vont aller tacler la décision, dire que c'est pas bon, que franchement, je sais pas comment ils ont pris ils vont se désolidariser. Et c'est ça le manque de loyauté, c'est-à-dire une vraie loyauté, c'est aussi être capable de dire à la personne en face, écoute, je suis pas d'accord avec toi. Alors ça, c'est de la loyauté, c'est pas de l'obéissance aveugle. La loyauté, mais c'est la capacité à être intègre et à dire ce qu'on pense et quitte à être pas bien vu. Mais tu vois ce que je veux dire? Voilà, mais les personnes ne sont pas toujours prêtes à en payer les conséquences. Et c'est pour ça que je te dis, regardons la culture d'entreprise. C'est une culture d'entreprise qui favorise l'expression et la prise d'initiative. Tu sauras comment sont prises les décisions. Alors, Rizlan Riyachi. Au sourire, je vois que c'est évocateur en général. Oui. En fait, moi, j'en crois en l'être humain et je crois, donc je suis assez optimiste, mais rationnel aussi. Hein, donc ça peut être contradictoire, mais je jongle entre les deux. Dans le sens où on peut être différent. On peut avoir des idées divergentes, mais si on a cette écoute active et écouter l'autre, respecter son opinion, ça peut nous aider à prendre des bonnes décisions. Même si peut-être ces idées, ces croyances, ces valeurs sont à l'opposé des miens.
Donc en fait, c'est de ces différences-là qu'on va faire en fait une richesse et qu'on va avancer. Donc effectivement, dans ce cas-là, il faut quand même un mindset de l'entreprise qui, au fait, favorise cette différence-là, cette divergence peut-être, mais qui va aller on ne la réprime pas. Exactement. Donc même si c'est des décisions qui sont pas comment je veux dire pas bonnes à prendre ou difficiles à prendre, eh ben il faut l'expliquer, il faut donner le contexte et avoir une cohérence pour qu'on puisse effectivement avancer. Il s'est trouvé que, dans des cas extrêmes, lorsqu'il y a eu la catastrophe de Tchernobyl, les personnes ont été convaincues de sacrifier leur propre vie pour le bien des autres. Donc, il n'y a pas que des décisions tendres dans la bienveillance et dans la gentillesse qui sont acceptées par les uns et les autres. Si certains vont jusqu'au sacrifice de leur propre vie pour le bien collectif dont ils sont convaincus, dont ils sont persuadés, il n'y a pas nécessairement que dans un contexte entre guillemets de bienveillance que les décisions sont prises. Mais tu vois, typiquement, par exemple, 3 types de valeurs peuvent guider des actions entreprises. Tu as la valeur orientation client, tu as des entreprises comme Apple, et c'est connu, c'est des exemples connus, qui sont très orientés clients, qui sont très orientés autour de l'expérience client et de la simplification du client. Donc leurs produits sont designés pour faire en sorte que ce soit extrêmement intuitif comme utilisation. Tu as d'autres entreprises, leur valeur, c'est la durabilité. Leur valeur, c'est le recyclage et la durabilité et la réparation. Donc, tout ce qu'ils vont sortir comme produits et services, ça sera autour de la durabilité. C'est pas autour de l'obsolescence programmée au bout d'un an ou un an et demi, tu changes de iPhone et tu passes à la série suivante. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est nos valeurs, c'est les valeurs de l'entreprise ou du groupe qui vont faire en sorte qu'on va prendre tel ou tel type de décision, qu'on va sortir des produits tous les 1 an et demi, ou au contraire qu'on va faire en sorte que nos produits soient durables, soient écologiques, soient recyclables, soient réparables, etc. Parce que nous pensons aussi que les ressources de la planète ne sont pas illimitées, parce que nous pensons aussi que la pollution peut avoir des effets négatifs sur les écosystèmes et que si les déchets sont trop longtemps, on va dire, rejetés, c'est que ça créera des coûts beaucoup plus importants que les gains qui sont là. Et par contre, si on est drivé aussi par l'efficacité marché, on va être drivé par le chiffre d'affaires à court terme. Qu'est-ce que je fais? Combien je chiffre aujourd'hui, demain, après-demain. Donc ces 3 valeurs-là, ces 3 types d'organisations qui sont entièrement différentes dans leur style managérial, dans leur style de prise de décision, dans tout ce qu'ils vont faire pour les écosystèmes. Oui. Oui. Au fait, j'ai un exemple, mais je pense qu'on en a vu pas mal avec Merim lors de nos interventions. On a au fait un comité de direction et on avait fait au fait la roue des valeurs et des motivations. Et au fait, ils avaient presque les mêmes valeurs, sauf une personne qui était mais à l'opposé. Ils étaient tous orientés retour sur investissement, individualité et tout ça. Et il y avait une personne qui était plutôt dans l'altruisme et dans le retour sur investissement pour le bien commun. Ah. Donc cette personne-là, de par aussi son comportement, parce que si on lit son comportement, c'est une personne qui, lors des réunions, reste au fait en retrait. Mais on lui donne pas la chance, au fait, de s'exprimer ni de donner son point de vue. Et pendant cet exercice-là, ils ont compris que aujourd'hui, ils ont une chance d'avoir une personne comme ça, avec ces valeurs-là, qui est au fait différente, donc il va leur ramener un point de vue et une opinion différente, parce que eux, ils ont la même pensée. Et donc cette personne-là va apporter de nouvelles idées, de nouvelles opinions. Donc aujourd'hui, cette personne-là a une vraie valeur ajoutée. Donc comment je vais aider l'organisation? Donc c'est vraiment l'individu au service, on va dire, de l'organisation. Bon, et la position minoritaire n'est jamais des plus simples. Mais ce qu'elle dit souvent, et Rizlan a raison, quand on est aussi 2 têtes ou 3 têtes à réfléchir sur des problématiques d'entreprise, en fait, on repère aussi les contradictions. Moi, j'ai rencontré aussi dans beaucoup de comités que j'ai accompagnés, ils disent qu'ils prônent l'innovation. Ils disent, nous, on prône l'innovation. Mais derrière, qui
de qui ils font la promotion? Uniquement les gens qui suivent les règles. Il y a là une incohérence fondamentale. Tu ne peux pas prôner l'innovation comme culture et comme ambition et tu fais la promotion uniquement de gens qui suivent les règles. Donc de ces contradictions-là, des fois qui sont inconscientes parce qu'on a la tête dans le guidon, de ces contradictions-là, le système est paralysé. Le système peut l'être, en tout cas le petit système qui est le nôtre, si on est en retard. Alors il est 11h30, on va se retrouver après le flash d'information et nous avons encore une trentaine de minutes à passer ensemble. Si vous avez des avis ou des questions, nous restons joignables au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts consacrée ce matin à la prise de décision, que ce soit à titre individuel ou que ce soit dans les entreprises. Alors dans l'entreprise, il y a parfois la pensée de groupe et il y a l'idée aussi d'observer si on est dans le courant majoritaire, dans le courant minoritaire. Et effectivement, c'est un élément important qui fait que lorsqu'il y a une prise de décision, ou bien on va accepter ou tolérer les voix discordantes, ou bien on va observer et classer entre guillemets des personnes comme étant des récalcitrants. Donc il y a différentes façons de procéder en fonction aussi de la façon avec laquelle on a grandi, l'expérience qu'on a pu observer chez soi, à la maison, dans les petits groupes auxquels on a pu appartenir tout au long de l'existence. C'est ce qui peut distinguer des gens qui ont travaillé leur maturité et se détacher du regard de l'autre ou pas. Parce que si on prend des décisions uniquement par rapport à l'influence des pairs ou par rapport à est-ce que mon appartenance et mon statut va être compromis ou est-ce que j'aurai la validation de telle ou telle personne, c'est un biais important. Si on est sensible à la validation sociale, c'est un biais important et c'est un frein important parce que ça peut même nous empêcher de prendre des décisions des fois justes et objectives parce qu'on sait qu'on ne recueillera pas la validation sociale nécessaire. Parce qu'il y a des décisions qui sont purement objectives. Alors on va solliciter des experts en matière de fiscalité pour savoir quelle est la formule la plus adéquate pour avoir, disons, l'optimisation idéale. Ou est-ce que si on est dans un processus d'acquisition d'un bien immobilier, est-ce qu'il faut procéder à une acquisition dans le cadre d'une société, d'une SCI ou à titre individuel. Là, ce sont des questions purement objectives. En fait, dans le groupe, il y a l'idée de se positionner par rapport au groupe. Il y a des personnes qui ont de l'influence. Est-ce qu'on va manifester des opinions qui vont dans leur sens? Est-ce qu'on va manifester des opinions discordantes? On ne dit pas le contraire. L'environnement social joue un rôle important dans la prise de décision. Les pairs jouent un rôle important dans l'influence par rapport à la prise de décision, etc. Moi, c'était juste par rapport au fait de prendre des décisions sous le regard exclusif de la validation sociale. On l'a dit un peu plus tôt, c'est-à-dire on a besoin de faire adhérer les gens, on a besoin de consulter les gens, on a besoin d'avoir l'éclairage des gens et même la contradiction des gens. Mais que la décision finale qui sera prise, parce qu'il faut bien que quelqu'un prenne une décision finale, même quand on consulte un groupe, il y a quelqu'un qui prend la décision finale. Il ne faut pas qu'elle soit vue uniquement sur l'angle de la validation. Oui, mais Rizé Eliachi nous disait que effectivement, accepter des voix discordantes ou des voix différentes peut être vu comme étant un plus pour l'entreprise. Dans le processus de décision dans les entreprises, est-ce qu'il y a des erreurs entre guillemets ou des façons de procéder qui sont absolument parfois désastreuses ou qui peuvent conduire entre guillemets à beaucoup plus d'occurrences d'erreurs que d'autres procédés? Alors, moi je préfère une décision imparfaite qu'une immobilité parfaite. Donc voilà, vaut mieux prendre des décisions, même si, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des erreurs, mais c'est de l'apprentissage, au fait, de ces erreurs-là qu'on va avancer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on accompagne aussi les managers, les équipes, sur, tout à l'heure, elle a parlé, Myriam, des erreurs ou des échecs, ne plus les voir comme des échecs, mais d'un apprentissage, c'est-à-dire avoir cette capacité à rebondir face à un échec. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on forme quand même pas mal de managers, de collaborateurs
collaborateurs sur l'intelligence émotionnelle pour pouvoir avancer, prendre des décisions réfléchies et aussi apprendre de ces erreurs-là. Donc pour moi, même si c'est une... Après, il ne faut pas non plus qu'une décision fasse ruiner ou couler une entreprise, ça va de soi. C'est pour ça qu'elle est prise toujours en concertation ou en consensus et avoir plusieurs intervenants et plusieurs experts autour de la table quand on a une décision. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours et je recommande toujours cette méthode-là d'avoir un objectif, 3 opinions pour prendre une décision pour avancer, quoi. Un objectif, 3 opinions. C'est-à-dire, oui, bon, essayer de faire porter les casquettes. Et effectivement, tu aimes beaucoup les métaphores, Malim Hello. Et de ce point de vue, il y a parfois des rôles qu'on peut aimer à jouer dans le groupe. Il y a ceux qui sont d'un naturel optimiste et il y avait effectivement ceux qui sont d'un naturel même récalcitrant ou troublion ou un peu à la marge. Et il y a différentes postures qu'on adopte par rapport aux décisions qui sont prises et qu'on est censé appliquer. Oui, et ça dépend sincèrement dans la piscine ou là, le bassin ou là, la rivière dans laquelle on nage, justement. Le renard, non mais tu vois, il n'y a pas les mêmes poissons, il n'y a pas les mêmes poissons dans tous les lacs et dans toutes les rivières. Donc, et du coup, c'est selon la culture où vous êtes que vous prenez des initiatives ou pas. Moi, si je baigne dans une culture de clan, ou là, si je baigne dans une culture hiérarchique, ou là, si je baigne dans une culture de start-up, ou là, si je baigne dans une culture de marché, ou très compétitive, voilà, je baigne pas dans le même bassin. Absolument. Donc, je prends pas les décisions de la même manière. Absolument. Tu as des gens qui sont passés par 4 entreprises différentes. J'en ai fait quelques-unes dans ma carrière, et j'ai vu des gens qui ont complètement changé leur manière de prendre des décisions selon l'entreprise où ils étaient. C'est sûr que quand on est déjà dans sa personnalité, quand on privilégie l'action et l'agilité, il vaut mieux qu'on bosse dans une start-up. On est beaucoup plus épanoui parce que c'est pas grave, tu fais des erreurs. C'est d'ailleurs, Romain, ils construisent leur mindset sur vas-y, fais des erreurs, apprends, innove, change. C'est test and correct. C'est quelque part... De toute façon, on ne peut pas apprendre sur des slides, on ne peut pas nager, on ne peut pas apprendre le papillon en regardant la technique papillon sur des slides. On doit absolument lancer, faire, quitte à se tromper. Demain, on change, on ajuste, on fait. Mais ça, c'est des cultures très spéciales. Encore faut-il que ce soit vraiment aligné de haut en bas. Et quand on est dans une culture de clan, ce qu'on appelle les cultures verticales, on manœuvre. C'est là où il y a beaucoup de renards qui sont Pourquoi ? Parce qu'on doit manœuvrer. عندك دقة من لهيه حني الراس طلع الراس oui mais parce que tu as l'appui des clans حني الراس quand tu n'as pas l'appui des clans. Mais tu imagines, on passe son temps à faire de la politique et à préserver ses gains et l'existant plutôt qu'à prendre des décisions, parce que chacun il cherche juste à garder ses acquis. Donc comment veux-tu être dans l'évolution, l'anticipation, l'innovation si tu passes ton temps à gérer ta place dans le clan et à gérer et quand c'est hiérarchique, c'est autre chose. Quand il y a des hiérarchies quelque part. Il y a de la hiérarchie même dans les startups. Ce qu'on parle, c'est il y a des hiérarchies longues ou là des hiérarchies courtes. Il y a des grandes hiérarchies ou là des petites hiérarchies. Plus il y a des organigrammes. De toutes les façons, il y a des organigrammes parce qu'il faut bien répartir les rôles, qu'on sache qui fait quoi, comment, etc. Oui, mais il ne faut pas qu'on le sente au quotidien, donc le poids de la hiérarchie. Il ne faut pas qu'on sente que si je dis quelque chose, on me coupe la tête. Non. En tout cas, si on veut pas être toxique pour la prise de décision, là aussi, c'est quoi notre intention ? Ou est-ce qu'on veut encourager la prise de décision bottom-up, c'est-à-dire de la base vers le sommet, ou là, uniquement, on veut que les décisions soient prises par le sommet de la pyramide et ça s'arrête là. Oui. Ça dépend de ce qu'on veut. Oui, après, effectivement, ça dépend aussi il n'y a pas qu'une façon, entre guillemets, toxique d'être dans l'autorité. Bon, il y a un seul capitaine à bord. Oui, mais quand il y a la vérité, quand c'est trop formel... qui s'en prend et qui sont prises, entre guillemets, il y a un seul responsable qui... Moi, je comprends quand c'est quelqu'un qui a, entre guillemets, une façon d'exercer l'autorité qui est lumineuse. Il n'y a pas qu'une façon toxique d'exercer l'autorité. Dans des institutions et dans des secteurs où il est question de contrôle de l'information, d'autorité, de formalisme, de procédure, je comprends qu'on doit être strict. Mais toutes les organisations ne doivent pas ressembler à l'armée, tu vois.
je comprends qu'il y a des structures de facto qui doivent être hyper hiérarchiques, mais parce que leur réussite dépendra de ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit, elle est où notre réussite? Elle dépend de quoi notre réussite? Oui. Et les objectifs qu'on peut effectivement établir en tant qu'entreprise vont aussi influencer la façon avec laquelle on va prendre les décisions. Quel type d'objectif? Alors l'entreprise est là d'abord pour mission d'assurer sa propre pérennité. Et après, il y a ce que vous appeliez tout à l'heure les valeurs, le sens qu'on donne à l'action. Bon, ça se rajoute, mais le sens premier, c'est d'avoir une forme d'efficacité. Alors, dans ce processus d'accompagnement qui est le vôtre, quels sont les différents types d'objectifs que vous voyez qu'on peut établir, entre guillemets, à la tête des entreprises et qui vont, entre guillemets, infuser sur le processus de prise de décision? Rizlan Eliachi. Alors, déjà, il faut passer de la collaboration à la coopération. Donc, pourquoi? Parce que, comme on a dit, les prises de décision ne sont pas seulement un acte rationnel. Je reviens là-dessus parce que l'humain est important, mais ce sont au fait, ils sont au cœur du leadership. Dans le sens, ils engagent au fait une équipe, influencent un environnement et orientent vers la performance. Donc pour cela, il faut travailler effectivement sur les valeurs de l'entreprise, sur la façon d'être de cette entreprise et surtout inculquer, comme je dis toujours, passer au fait de la collaboration à la coopération. On est tous là pour un objectif commun et de plus travailler en silo, mais ensemble, pour qu'on puisse avancer. Et c'est comme ça que les prises de décision vont être beaucoup plus impactantes pour l'environnement et pour les collaborateurs, mais aussi pour l'entreprise. Tout ça, bien sûr, vers la performance. Tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, c'est aussi pour que l'entreprise puisse atteindre ses objectifs et être efficace et efficiente. Oui, mais ce que j'entends, il faut clarifier les eaux troubles. Toujours, il faut clarifier les eaux troubles parce que quand c'est ambigu et quand c'est flou et quand il y a le brouillard, on dit que la clarté est essentielle pour le leader pour prendre les décisions. Et quelque part, plus tu mets de la pression sur les gens, parce que tu crois que, en fait, c'est contre-productif. C'est même la base quand on lit que on fonctionne en mode bêta tout le temps, c'est-à-dire on est en mode action, speed, rapide, etc. Au niveau des ondes, oui. En mode bêta. Mais si on se remémore tous les meilleures décisions, là, les meilleurs insights, ou les meilleurs, on s'est dit, Eureka, j'ai trouvé, ça s'est passé sous la douche, avec de l'eau chaude, ça s'est passé au hammam, ça s'est passé le week-end, ça s'est passé pendant les vacances. J'ai hésité à poser des questions d'ordre personnel. Non, les meilleures décisions se sont... Non, mais je parle pas de moi, tu comprends bien. En fait, il faut être détendu pour prendre les bonnes décisions. Il ne faut pas être contracté. C'est même dans notre domaine de coaching, quand on veut accompagner les gens, on dit que la personne ou le manager doit être en état coach, c'est-à-dire plus il est centré, plus il est relax, plus il est ouvert, plus il est disponible pour l'autre, plus il crée de l'espace pour l'autre, il fait de la place à l'autre. Quand tu es contracté, tu ne laisses pas l'autre s'exprimer. En fait, tu t'exprimes pas toi-même parce que et tu es sur la défensive awalan, mais ensuite ton cerveau n'est pas clair. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de managers qui viennent chez nous dire on nous passe tellement la moulinette, on a tellement de pression et de stress que ça nous de réunion en réunion, de salle en salle, et en fait, on est en flux tendu. Oui. Moi, je dis attention là à la prise de décision, parce qu'on croit qu'on est hyper performant, qu'on est Superman. On n'est pas Superman. Attention, il n'y a pas de Superman. Il y a des êtres humains qui ont besoin de clarté, de visibilité pour prendre de bonnes décisions. Parce que les décisions, c'est pas les rapides, c'est des décisions clairvoyantes. Et donc, plus on a un niveau de stratégie et d'impact important dans les organisations, plus on doit se dire, les gars, ça m'a pour prendre des décisions. Là, j'aime beaucoup cette expression. Alors, nous avons un éditeur qui souhaite prendre la parole. Si Mohamed est avec nous à l'antenne de Casablanca, bonjour. Bonjour, c'est Badr. Bonjour, c'est Mohamed, ça va très très bien. Et vous? Les experts, Alhamdoulilah, ça. J'ai une petite question, c'est concernant la préparation des décideurs de demain. Alors, ces enfants que nous avons là, que nous sommes en train de suivre pour leur éducation, pour leur enseignement et tout, comment on pourrait les aider à avoir toute cette clairvoyance, tout ce recul,
mais dès un jeune âge pour qu'ils puissent se préparer à prendre les bonnes décisions pour le futur. Inch'Allah. Voilà. Merci. Très 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 grande question et il nous faudrait une autre émission et merci pour la question et plusieurs émissions mais je t'assure ce serait hyper intéressant de faire une émission sur comment préparer les générations futures et les décideurs de demain. Première des choses, si je peux me permettre, par rapport à toutes les études qu'on reçoit et les retours qu'on reçoit, essayons de les détacher, mais c'est une mission d'intérêt public. Détachez-les au maximum des écrans. Les générations de demain, pour y voir clair, ne doivent pas passer autant de temps sur les réseaux sociaux et sur les écrans, quel que soit leur âge, parce que ça... Je suis désolée de le dire, hein, j'ai l'air d'être anti-système ou anti-courant dominant, mais si on veut garder son esprit critique et justement sa prise de recul, il faut pas avoir la tête sur le guidon. Moi, je suis triste quand je vois les gens qui, quand ils attendent un bus, un taxi, n'importe quoi, ils font même pas de pause. Khajim al-Khadma, ils plongent leur tête et même ça crée des problèmes au niveau de la nuque et du cou et de l'articulation parce que la tête est souvent penchée en bas. Et on dit dans notre métier de gestion... Sans parler des couples au restaurant, chacun sur son écran. Et tu sais que la tête penchée en bas, sur le plan nerveux, et après ça dépend de son état, mais elle renforce une dimension peut-être de tristesse ou là de renfermement sur soi, etc. Contrairement à la tête qui regarde l'horizon ou la tête qui regarde le ciel, c'est une ouverture. La tête penchée en bas, c'est tu te renfermes sur toi-même. Donc déjà un détachement. Au sommet, quelle est l'expression qu'ils adoptent? Est-ce qu'ils lèvent les yeux au ciel ou est-ce qu'ils se contractent vers le bas? C'est souvent quand on a un sentiment d'accomplissement qu'on s'ouvre, entre guillemets. Exactement, oui. Exactement. Mais il nous reste quelques minutes, mais j'espère en tout cas qu'on développera ça dans une émission parce que c'est une très bonne question. Moi, je rajouterais pour les futurs décideurs ou les futures générations, c'est effectivement ce qu'a dit Mriem, je suis d'accord avec elle, se déconnecter et tout ça, mais surtout travailler les soft skills, travailler sur la confiance en eux, leur estime, c'est très important. C'est d'abord la base. Au-delà de la technicité, au-delà des diplômes, c'est d'abord travailler sur soi, donc travailler sur la base, s'auto-évaluer précisément et objectivement, savoir ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire et vers où je veux aller, et avoir cette estime de soi et cette confiance. Et c'est que comme ça qu'on peut démarrer cette... Et des valeurs. Ouais. Je suis désolée, là aussi hyper conservatrice. Celui qui n'a pas de... celui qui n'a pas de racines ne peut pas avoir des ailes. C'est pour faire référence à l'émission des racines et des ailes. Et je t'assure, si on oublie nos valeurs, on oublie qui on est. Donc on ne peut pas être juste orienté réseaux sociaux, Instagram, filtres. Mais ça les tire vers le bas. Ils se comparent. Chacun est unique. De toute façon, si on a cette estime de soi, c'est-à-dire qu'on accepte et nos valeurs sont là. Et on arrive à mettre un mot dessus. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent même pas pourquoi ils se réveillent le matin et pourquoi ils font les choses et qu'est-ce qui va les motiver pour. Donc c'est pour ça que la confiance en soi, la connaissance de soi, cette estime de soi est très importante. Et c'est pour ça que ça passe par le contact avec le monde réel. Exactement. Et c'est pour ça que ça passe par aussi le contact avec la terre, avec les paysages. On ne peut pas être juste enfermé face aux écrans et estimer que les êtres humains vont être plus confiants et développer leur estime. C'est le contraire qui va se passer. Bon, ça sera notre mot de conclusion, mais c'est une des possibles réponses à la vaste question de l'auditeur Si Mohamed qui nous a contesté. Nous allons reprendre d'autres thématiques demain dans les experts atlantiques, mais l'heure est aux actualités. Elles nous sont présentées dans quelques instants par Kamal Rsad. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.